pas de sécurité dans notre quartier. C'est pour cela que nous sommes venus chez mamie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais le plus dur pour les enfants, ce sont peut-être les mots qu'ils entendent. Il y a des menaces, il y a des voisins qui disent qu'ils vont abattre les musulmans, ou les musulmans sont comme des œufs pourris, c'est ça. Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. Car si les chrétiens ont été les victimes des rebelles Séléka pendant des mois, les musulmans sont aujourd'hui attaqués en représailles. Dans cette famille, pourtant, on n'a jamais soutenu les rebelles. Moi, je suis musulman, mais je ne cautionne pas les barbaries des éléments de Séléka. On condamne toujours. Aujourd'hui, les musulmans sont victimes. Parce qu'on assimile tout simplement la communauté musulmane au groupe rebelle Séléka. Vous entendez, les gens tiennent des propos haineux contre vous. Donc bientôt, ils vont casser toutes vos maisons pour occuper tous vos biens. Vous étiez des complices de la Séléka. Bon, vous voyez, ce qui vous entraîne un peu à avoir la méfiance. Depuis, tout le monde reste enfermé là. C'est Abdul Nassir qui se charge du ravitaillement, mais dans une ville en état de guerre, la mission est compliquée. On a trouvé quelques provisions pour la famille, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Combien de temps vous pouvez tenir avec tout ça? Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Imaginez une famille d'une dizaine d'enfants, donc c'est vraiment un peu difficile. Malgré tout, ils ont décidé de rester, coûte que coûte. C'est mieux, oui, même si on est attaqué, c'est mieux de rester chez soi que de sortir, d'être attaqué sur la route. Parce que sur la route, même si on te tue là-bas, qui viendra te chercher ton cadavre. Mais ici, à la maison, même si on vient nous tuer, les gens sauront que cette famille a été exterminée. Mais les gens viennent quand même chercher les cadavres ici, chez nous. Oui, c'est ça. Donc, j'attends. Merci beaucoup. Merci à vous, parents. N'hésitez pas à m'appeler. Ok, merci. En repartant, la pluie se met à tomber sur Bangui. Et nous allons nous retrouver au milieu d'une nouvelle flambée de violence. Sur ce marché, les magasins des chrétiens sont à droite, ceux des musulmans à gauche de la rue. La foule s'avance pour lyncher ces 3 marchands musulmans. Quand soudain, regardez, ce sont eux qui tirent là. Ce sont eux qui tirent là. Ce sont eux qui commencent à tirer les armes. il n'y aura ni mort ni blessé cette fois. Mais les magasins des musulmans sont pris d'assaut. Il faut l'arrivée de l'armée française pour calmer les esprits. Mais à l'arrière, les jeunes chrétiens du quartier ne nous cachent pas leurs intentions. C'est des représailles. Ça va pas régler le problème. Mais là maintenant, si on enlève les armes des musulmans, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Non, rien. On va les tuer. On va les tuer. On va les tuer. Des appels au meurtre répétés et sans embâge. Nous allons dorénavant les entendre chaque jour. Et nous allons comprendre le lendemain que les initiatives pour inverser la tendance sont compliquées. Le prêtre Freddy nous a appelés paniqués pour nous demander de venir. C'est lui qui avait recueilli les enfants des rues blessés quelques jours plus tôt. Mais ce jour-là, devant son église, l'atmosphère est électrique. Ils sont arrivés à quelle heure, la foule, là? C'est vers 9h. Depuis 9h que... Et ils sont armés? Non, c'est une foule qui... Ils ne sont pas armés. Ils ont quand même des pierres et des bâtons? Oui. Vous êtes inquiet, vous? Très inquiet. Très inquiet. Le prêtre a en fait invité chez lui plusieurs imams, des religieux musulmans, afin d'essayer d'entamer une réconciliation. Mais à leur arrivée, la foule a réagi violemment. Des soldats de la force africaine ont dû être appelés en renfort. Poussez-vous! Je vous dis de vous pousser. On veut en finir avec eux aujourd'hui. Mais laissez-moi passer. Tu es avec les musulmans ou quoi? On va les massacrer.
Laisse-moi entrer. À l'intérieur, les invités musulmans sont toujours là, paniqués. À côté, l'archevêque de Bangui, lui aussi désemparé. C'est le résultat de la haine qu'on a plantée dans le cœur, des exactions, des exécutions qui arrivent à un moment donné. Moi, j'avais dit à plusieurs fois, viendra un moment du non-retour, même moi, en tant que responsable, je parlerai, les gens ne m'écouteront pas. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Vous avez une foule en hystérie, vous pouvez parler, vous avez beau être le pape, personne ne vous écoutera. La foule se fait de plus en plus menaçante. Ce colonel-là, qui s'est occupé de massacrer, il a tué beaucoup de personnes. On va les ganger, on va les ganger. Les militaires africains décident alors d'exfiltrer les religieux à bord d'un blindé. Dehors, ils sont encore des dizaines à les attendre. Pour se frayer un chemin, les soldats ouvrent le feu. Ce qui devait marquer le début de la réconciliation se termine en affrontement. Alors si même les adultes n'y parviennent pas, comment les enfants les plus fragiles peuvent-ils traverser cette crise ? Cela fait 10 jours que les combats ont éclaté. Nous retrouvons Édouard Conan, avec qui nous avions prévu de réaliser ce reportage. Le psychologue s'occupe des enfants soldats enrôlés dans la rébellion. Et si nous n'avions pas pu le revoir plus tôt, c'est parce que son centre a lui aussi été attaqué. C'est la première fois depuis les événements qu'on retourne au niveau du centre. Et qu'est-ce que vous avez eu comme information? L'information qu'on a eue, c'est que tout a été pillé. Rien n'est resté. Ici, il y a 10 jours, nous avions fait connaissance avec 12 adolescents. Ils réapprenaient à être des enfants après avoir été contraints de tuer, piller et violer. Mais la nuit suivant notre première visite, le centre a été attaqué par des rebelles. Ça, c'était les chambres. Ici, ce sont les chambres des enfants. Voilà, donc il ne reste plus rien. C'est des lits superposés, c'est ça? Il y avait des lits, il y avait des matelas, il y avait les vêtements des enfants, parce que les enfants sont sortis uniquement avec les vêtements qu'ils portaient. Ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Les dégâts matériels sont énormes. Mais les pilleurs cherchaient surtout à s'en prendre aux enfants eux-mêmes. Des représailles contre ces anciens soldats. Ils sont entrés. Ils ont d'abord cherché à récupérer tout le matériel qui était là, donc les kits, tout ce qu'on avait comme stock. Donc ça a été leur première préoccupation. Et ensuite, quand ils ont fini de prendre le kit, le matériel, ils ont dit qu'ils partaient déposer ce qu'ils venaient de piller et qu'ils revenaient à nouveau pour les enfants. Alors, pour prendre les enfants? Pas pour les prendre, pour, je peux dire, pour les tuer. Tous ont réussi à s'enfuir. Certains ont escaladé les murs, d'autres se sont cachés pendant des heures. Moussa. Oui. Il s'appelle Moussa. Oui, Moussa. Oui. Lui, l'idée qu'il a eue, c'est de monter dans le plafond, se mettre à l'abri. Donc il est resté caché en termes d'autoprotection, de mécanisme d'autoprotection. Je pense qu'il a eu un bon réflexe. Rattrapé par les combats, alors qu'il cherchait à en sortir. Le programme de réinsertion est aujourd'hui à l'arrêt. Les 12 enfants ont été rassemblés dans un autre local, tenu secret. Le matin suivant, c'est notre dernier jour en Centrafrique. L'association qui a pris ces enfants en charge nous autorise exceptionnellement à les revoir avant de partir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Nous voulons savoir comment eux ont vécu la violence de ces derniers jours. Tous apparaissent très marqués. Après l'attaque, on a pris la fuite. Nous sommes partis dans la forêt. Mais les éducateurs du centre nous ont retrouvés, un par un.
Ils nous ont rassemblés et ils nous ont ramenés ici. Depuis le début des combats, il y a plus d'1 an, les organisations remarquent que le nombre d'enfants soldats a plus que doublé en Centrafrique. Il serait 6 000 aujourd'hui, armes à la main. Édouard nous raconte combien cette main-d'œuvre est importante pour les chefs de guerre, sans scrupules. Ils ont été obligés parfois à commettre des assassinats, ils ont été obligés de violer des femmes, eux-mêmes ils ont été violés, ils ont été privés de nourriture, agressés physiquement, ils ont des flashbacks, ils ont des hallucinations. Il y en a qui vous racontent, quand je traverse la route, je vois le fantôme de la personne sur qui j'ai tiré, qui vient, qui me poursuit. Quand je dors, je revois ces personnes, les fantômes de toutes ces personnes. Donc c'est des situations très difficiles pour eux, une souffrance qu'ils vivent un peu au quotidien. Pour tenir, Édouard les fait parler, raconter. Il sait que c'est comme ça qu'ils abandonneront pour de bon leur passé. Qu'est-ce qui te plaît dans ta nouvelle vie actuellement? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Certains autres enfants qui étaient avec moi sont toujours là-bas, dans les groupes armés. Ils prennent encore des armes pour faire des exactions. C'est qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes parce qu'avavec toutes les souffrances qu'on a connues là-bas, moi je suis resté avec les rebelles Séléka pendant 3 ans. Ici dans le centre, je suis bien. Je ne dois pas prendre de tour de garde, je ne fais plus rien de mal et je ne dois plus faire les travaux forcés. Mais qu'est-ce que tu veux devenir maintenant? Aujourd'hui, je vis comme un enfant de mon âge. Ma place n'est pas dans l'armée. Et ma place n'aurait jamais dû être dans l'armée parmi les Séléka. Ma place est ailleurs, à l'école. Je suis encore jeune. Je vais pouvoir faire quelque chose pour mon pays. Ceux-là sont en bonne voie vers des jours meilleurs, alors que leur pays, lui, semble égaré. Comment les enfants de Centrafrique vont-ils grandir, alors que sur leur chemin, haine et violence sont les seuls repères? Que deviendront demain les enfants du chaos? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Françoise. Alors vous rentrez de Centrafrique, vous y étiez encore il y a 4 jours dans la capitale avec notre reporter d'image Christophe Quinck. Est-ce que vous pouvez nous donner les dernières informations sur la situation dans le pays? Alors il semblerait qu'actuellement il y ait une petite, légère et timide accalmie, en tout cas à Bangui, la capitale. On me dit que les magasins, les boutiques, les épiceries peuvent rouvrir quelques heures par jour, uniquement le matin. Il faut bien se ravitailler, s'alimenter. Mais à côté de ça, on m'explique aussi que le cycle de la violence continue. Il y a eu encore 2 personnes tuées, lynchées par la foule. Ça se passait hier soir près de l'aéroport. Un chrétien et un musulman. Et puis ce matin, il devait y avoir une grande marche de la réconciliation à Bangui, mais dès les premiers kilomètres, cette marche a été attaquée par des hommes munis de pierres et de bâtons, et donc les marcheurs ont dû se disperser. Voilà, ça c'est les dernières informations dont je dispose. Voilà, que vous avez eu en téléphonant ce matin à Bangui aux personnes avec qui vous avez travaillé. Mais il y a aussi ces autres informations qui sont parues ce matin, notamment avec 2 rapports de 2 ONG. Oui, tout à fait, les rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch, des rapports très inquiétants qui font tout d'abord état d'un bilan beaucoup plus préoccupant que prévu. Il y aurait eu plus de 1000 personnes tuées ces 2 dernières semaines, uniquement à Bangui. Amnesty International parle de personnes qui allaient de porte en porte dans certains quartiers pour tuer tous les hommes. Et puis selon l'autre rapport qui s'intéresse plutôt au nord du pays, ce sont là-bas des milices d'autodéfense chrétiennes qui ont commis des actes de barbarie. Des exactions. Exactement. Et donc, Human Rights Watch appelle aujourd'hui à un renforcement urgent de la force d'interposition en Centrafrique. Alors, les militaires français, eux, sont déployés depuis 2 semaines à Bangui. Que peuvent-ils faire dans un tel chaos ? Alors les militaires français, nous les avons vus arriver, se déployer. Leur mission est multiple. Tout d'abord, ils sécurisent l'aéroport de Bangui et permettent son fonctionnement. Cela mobilise déjà une bonne partie des soldats. Pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Exactement. Voilà. Et puis le reste des troupes patrouillent dans le pays. Ils désarment
toutes les milices, sans aucune exception. Et puis ils tentent de ramener la paix, mais dans un pays qui est grand comme toute la France et toute la Belgique, où il y a énormément d'armes en circulation, notamment beaucoup d'armes blanches. La mission est très compliquée, très délicate. Il faudra assurément une montée en puissance de la force d'interposition africaine, ainsi que peut-être l'arrivée d'alliés européens. On en parle actuellement, les Allemands, les Britanniques, pour tenter de mettre un terme à ce cycle de violence qui est ancré profondément actuellement en Centrafrique.